commencer rapidement. On n'en était même pas à la fin du premier paragraphe. Alors, à Elbow Creek, j'ai longtemps été secrétaire de mairie. En additionnant tout ce que cela représente comme textes et chiffres, fixation des prix, calcul et répartition des impôts, enregistrement des naissances et des décès, je ne me trouvais quand même pas occupé au point de n'avoir jamais de temps libre pour réfléchir. Elbow Creek tire son nom du maigre ruisseau qui dessine un coup de brusque au centre du bourg avant d'aller se jeter dans le Sound. Tout aussi maigre est la population. Des enfants y naissent, bien sûr. Certains y restent jusqu'à leur mort s'ils ne peuvent aller ailleurs. D'autres disparaissent. Si vous passez à proximité en laissant la grande route pour prendre la régionale 14, vous ne pourrez pas... Ah, j'ai eu un petit bug graphique. Ben, c'est pas grave. Si vous passez à proximité en laissant la grande route pour prendre la régionale 14, vous ne pourrez pas ne pas voir Elbow Creek. Le site... Le site s'impose à vous, comme si vous aviez franchi la limite invisible de quelque contrée perdue. Ce petit édifice de bois peint en blanc est mon lieu de travail. Pour tout le monde, je suis Smith. Smith tout court. Maintenant, si vous poussez plus loin, vous aboutirez au sommet de la colline où se dresse la maison Hubble. Vous verrez le mince ruban argenté qui serpente et qui se perd dans le bleu estompé du Sound, au-delà des futaies. Panorama qui vaut le déplacement, mais qui ne décide personne à rester. Pas longtemps du moins. Les visiteurs ne s'attardent guère. Une malédiction pèse sur Elbow Creek. Et la peur, c'est bien une malédiction, n'est-ce pas? Cette peur dont l'origine est multiple, mais qui, je crois, vient principalement des Hubble. Si l'on remonte 2 générations, on trouve que l'aïeul et ses frères vinrent semer la crainte il y a de cela 40 ou 50 ans. Le coin était sauvage alors, et je pense que les rares habitants savaient apprécier la beauté du site comme le font actuellement les touristes. Mais ils ne tremblaient pas le soir venu. Des brutes, ces Hubble, des brutes malfaisantes. Ils s'approprièrent presque toutes les terres et la colline au sommet de laquelle ils construisirent la grande maison. Ils essayèrent même de donner leur nom au bourg, mais l'État déclara que ce serait Elbow Creek, comme avant. Et ils ne finirent pas trop d'histoire. Ils possédaient déjà à peu près tout le pays. Étrange famille que ces hommes taillés en athlètes et ces femmes aux yeux farouches. Descendants probables des pirates qui jadis ravageaient la côte et des hors-la-loi et guerrieros dont des pillages s'étendaient à tout le pays et au premier temps de sa fondation. Des êtres cruels et sans âme qui, privés de nouvelles conquêtes, cherchaient leur assouvissement dans la débauche et les rixes entre eux. La maison sur la colline fut bientôt réputée comme un endroit à fuir, et chaque génération de Hubble écrivit une nouvelle page féroce pour la chronique d'Elbow Creek. Les habitants trop faibles pour affronter les Hubble et trop pauvres pour aller voir ailleurs se résignèrent à la dévastation de leurs poulaillers et au vol et au rosset dont ils étaient victimes s'ils avaient la malchance de rencontrer un Hubble quand il ne le fallait pas. Mais s'il existe à Elbow Creek des forces bien plus mauvaises et bien plus puissantes. Elles échappent à l'entendement humain, et pourtant, les gens d'ici en ont une conscience obscure qui incruste la peur au plus profond d'eux-mêmes. Je me souviens qu'il n'y a pas tellement longtemps, Jess Hubble, l'aîné de l'actuelle génération, perdit son chien dans des circonstances insolites.
Jess descendit au bourg le lendemain. Il accusa tous ceux qu'il rencontrait d'avoir volé le molosse et les assommait si leur réponse ne lui semblait pas satisfaisante. Le soir où le chien a disparu, et comment se serait-il échappé, tenait Jeff, attaché derrière la maison par une chaîne et un collier dont aucune bête n'aurait pu se libérer. Ce soir-là, nous avions un de ces brouillards denses que seul connaît notre vallée. Il est impossible, pour qui n'a pas séjourné à Elbow Creek, de se faire la moindre idée des lourdes volutes grises qui montent du sud, suivent le ruisseau comme s'ils servaient de repère et viennent coiffer la colline et les abords immédiats. Une substance épaisse, visqueuse, que l'on pouvait presque saisir à poignée. Et le fond qui vous transperce. Ce n'est pas une question de température. Vous frissonnez parce que vous jureriez que le brouillard chuchote, que vous êtes cerné par une entité gluante dont la présence fait naître en vous une incoercible terreur. Comme je vous l'ai dit, le chien de Jess était attaché derrière la maison quand le brouillard monta de la vallée. Il aboya et gronda, ainsi qu'il faisait toujours, après quoi on ne le retrouva plus. C'est tout. Des faits analogues s'étaient peut-être déjà produits. Le veau d'un fermier ou le jeune enfant d'une famille pauvre, disparu sans laisser de traces. Mais ce sont ces histoires auxquelles on ne prête guère attention longtemps. Il y eut pourtant un vieux à Elbow Creek, un très vieux bonhomme qui apostropha Jess lorsque celui-ci vient hurler ses menaces le lendemain. Il ne voulut ni se taire, ni prendre le large comme c'était le cas pour tout. Pour tous, quand un représentant des Hobble descendait au bourg. Il déclara à Jess que l'endroit était maudit, en particulier la colline où vivait sa famille, qu'il ferait mieux de partir tous. Jess le frappa, c'est du moins ce que l'on répète de bouche à oreille, et on enterrâme le vieux 2 jours plus tard. Mais personne n'avait rien vu, personne ne voulait rien dire, et le bonhomme était vraiment d'âge à trépasser. Beuveries, rixes, blasphèmes, tout continua comme avant dans la maison des Hobble. Cependant, Tom Hobble, le seul frère qui ait eu un certain savoir, le plus jeune et aussi le moins perverti de tous, était décidé à partir. Les habitants n'y faisaient que rarement allusion, ils avaient peur. Tom connaissait une jeune fille de la vallée. Il voulait l'épouser et quitter le pays, mais Jess, l'homme fort de la famille, et les autres persuadèrent Tom de venir s'installer avec sa femme dans la maison. Elle, je la revois comme si c'était hier. Elle n'est plus qu'une date parmi toutes celles de mes registres de décès, et cela remonte à plusieurs années. Néanmoins, je garde l'image de sa silhouette fine et de ses cheveux noirs, de ses grands yeux craintifs. Elle aimait Tom et l'accompagna dans cet enfer qui était la maison sur la colline. Les choses ne firent qu'empirer. Une nuit, la femme de Tom, tuée en voulant résister à l'un de ses beaux-frères ivres. Tom aurait, dit-on, soupçonné Jess dès le premier instant, et peut-être ne se trompait-il pas. L'enterrement eut lieu dans le cimetière du bourg. Tom, seul, y était. Je pense que chacun, remarquant son visage crispé et ses mains tremblantes, comprit qu'il y avait du vilain chez les Hobble. Le registre des décès
Dick, mort accidentelle. C'était avant l'époque où je suis entré en fonction à la mairie. Je sais pourtant que la mention est erronée, tout le monde le sait. Il ne s'agissait pas d'un accident. Deux soirs plus tard, je crois, 5 ou 6 habitants parmi les plus braves osèrent prendre le chemin de la maison des Hubble. Les gens du bourg plaignaient Tom. Il pressait que quelque chose allait se passer sur la colline. Tom était un solide gaillard, mais de la force de Jess. Et il avait tous les autres contre lui. Le groupe, aux aguets, les vit aussitôt sortir de la maison. L'aîné jurait et blasphémait. Ils descendirent jusqu'à un endroit où la pente s'interrompait pour former une bosse. Et là, ils se ruèrent l'un contre l'autre. Ils étaient aux prises, et l'orgie continuait dans la maison quand le brouillard monta du sound. Dès qu'ils sentirent sur leur nuque cette humidité insidieuse, les gens d'Elbow Creek firent demi-tour sans bruit et allèrent se barricader chez eux. Peut-être y en eut-il un d'assez courageux pour rester, je l'ignore, mais les récits, tous d'accord sur cette brume opaque, gluante, qui rampait au-dessus du bourg, rampait le long de la colline, et s'amoncelait autour de la maison des Hubble. Et Tom et Jess se battaient toujours, s'ébranlant de coups terribles. Deux hommes qui ont perdu tout sentiment humain, qui s'affrontaient comme des fauves en fureur. Ils n'ont plus conscience de rien à ce moment. Ceux-là remarquèrent probablement l'arrivée du brouillard, mais à peine. Oups, pardon, désolé. Hé hé hé, mauvais plan. Alors du coup... Oui. En tout cas, il ne se souciait guère de prêter l'oreille, si bien que, quand le vacarme de l'orgie cessa brusquement, comme étouffé sous une couverture, on mit un certain temps à savoir. Le brouillard se dissipa très vite, et la lune réapparut. Les gens du bourg retournèrent sur la colline. Jess et Tom gisaient à quelques pas l'un de l'autre, littéralement épuisés. Le visage du plus jeune était rendu méconnaissable par les coups reçus. Jess lui-même n'offrait pas un beau spectacle. Mais l'horreur fut à son comble cette nuit-là, quand les habitants d'Elbow Creek regardèrent en direction de la maison. La lune éclairait maintenant une sorte de caricature sinistre. Les murs de bardeaux gauchis gondolaient comme s'ils avaient subi, en une heure, à peine, l'outrage de plusieurs siècles. Les toits tordus, disloqués par endroits, personne n'osa s'aventurer plus près, tant le silence était effrayant. Et puis Jess reprit connaissance. Il se releva en titubant et gagna péniblement le sommet de la colline. Chacun sait ce qu'il trouva dans cette épave de maison. Rien, strictement. 2 frères et 2 sœurs disparus. Des verres et des bouteilles en miettes, des meubles brisés et une viscosité blanchâtre à l'odeur infecte qui s'étalait partout, sur les boiseries, le plancher, les plafonds, mais rien d'autre. Et chacun puisse entendre Jess
hurler d'une voix rauque dont les échos se répercutaient dans la maison vide. Une voix terrifiante. Il les appelait par leur nom, ses frères, ses sœurs, et les gens d'Elbow Creek échangeaient des regards épouvantés. Les premières lueurs de l'aube pointèrent. Le groupe qui était resté là toute la nuit redescendit vers le bourg. Tom Hubble l'avait précédé, cachant dans ses mains son visage défiguré. Il fuyait le plus loin possible d'Elbow Creek, et les gens comprirent qu'il ne le reverrait jamais. Jess, lui, répara la maison. Il acheta un couple de dogs féroces, et l'on ne tarda pas à constater qu'il marmottait tout seul, et que ses yeux étaient de plus en plus hagards. Mais il ne partit pas. Quelque chose l'obligeait à rester. Il fit mettre des lampes électriques supplémentaires dans chaque pièce, et toutes les nuits, on pouvait voir la maison Hubble briller tel un phare au sommet de la colline. Comme si cette débauche de lumière eût suffi à la protéger. À Elbow Creek, tout le monde savait ce qui arriverait un jour ou l'autre. Tôt ou tard, le maléfice qui émanait du Sound, ce brouillard qui clapotait comme une mare fétide, monterait de nouveau jusqu'à la colline pour chercher Jess. Jess qui vivait seul en un lieu où nul être humain n'aurait dû rester. Jess, le dernier des Hubble. Car même si les Hubble étaient des suppôts du diable, il y avait des choses plus démoniaques encore. Le temps passa. Les rares brumes qui revenaient sur Elbow Creek étaient de simples nappes diaphanes, inoffensifs. Mais je ne pouvais m'arracher à l'idée qu'une chose là-bas s'amassait dans la nuit bleue du Sound. Une chose qui accumulait une force mortelle jusqu'au moment voulu. Chaque soir, de la chambre misérable que j'occupais à Elbow Creek, je regardais le ciel s'obscurcir. Je me représentais Jess, seul, avec ses deux molosses et toutes ces lampes qu'il allumait dès le crépuscule. Je songeais à lui et au brouillard. Un soir, enfin, alors que je regagnais ma chambre, je sentis sur mon visage une humidité poisseuse. Le tenancier de la petite auberge où je prenais mes repas fit un peu plus tard cette remarque laconique. « Et encore un de ces sacrés brouillards, on dirait. » Il ne savait pas l'émotion qui me possédait déjà. L'obscurité vint très vite. Quand je quittais ma chambre vers 9 heures, il ne restait pratiquement plus personne dans les rues et les rares passants attardés qui me côtoyaient semblaient avoir la même hâte d'en finir avec leurs occupations pour se retrouver à l'abri chez eux. J'eus du mal à gagner la route qui longe le bas de la colline. J'emportais 2 lampes de poche étanches et un couteau de chasse. J'utilisais une de ces torches pour ne pas perdre mon chemin, projetant des flaques de lumière sur le macadam en avant de moi. Quelques minutes plus tard, je dépassai un tournant et vis les fenêtres illuminées de la maison des Hubble. J'abandonnai la route pour m'engager dans les hautes herbes qui foisonnent au pied de la colline. Je m'efforçais de faire le moins de bruit possible. Je ne voulais pas risquer d'être entendu par les chiens. Du reste, je m'arrêtais à mi-pente, caché sous des brouillardes, sur des broussailles. D'où j'étais, je voyais parfaitement la maison. Un instant même, j'aperçus l'ombre gigantesque de Jess Hubble dans le rectangle de l'une des fenêtres.
Oui, c'était bien lui, allant et venant comme un fauve en cage, un fauve irrité. Aucune trace des deux molosses, mais je ne voulais pas me risquer plus près. Pas encore. Un juron, suivi d'un choc sourd et d'un jappement plaintif, me renseigna. Jess passait sa colère même sur ses chiens. Je m'installai du mieux que je puis et tournai la tête pour regarder en direction d'Elbow Creek. Là-bas, dans les ténèbres, je n'aurais su préciser où, naissant une rumeur qui faisait songer au premier bruissement d'une brise légère un soir de canicule. Autour de moi, l'atmosphère devenait pesante et saturée d'une humidité qui imprégnait mon visage et mes mains. Je reportai mon attention sur la maison. Je vis encore une fois Jess passer dans le cadre lumineux de la fenêtre, puis j'entendis le bruit qu'il faisait en vérifiant brutalement les verrous de la grande porte. Après quoi, son buste réapparut à une autre fenêtre. Ses épaules de colosse prenaient presque toute la place, mais l'expression de son visage, accusé par la lumière crue, traduisait la terreur. Il regardait au dehors. Au-dessus de lui, tout à coup, comme s'il songeait brusquement à quelque chose, il ouvrit la fenêtre et demeura un instant penché, humant l'air. Derrière lui, un de ses chiens gémit. Jess ferma la fenêtre dont il manœuvra soigneusement l'espagnolette. Il s'éloigna et disparut à ma vue. Le vague murmure, que l'on aurait pu croire produit par un vent léger, semblait se rapprocher. Monter jusqu'à la colline, jusqu'à moi, jusqu'à la maison, les gens qui ont vécu à Elbow Creek connaissaient bien ces brouillards. Ils en ont peur, au plus profond d'eux-mêmes, et pourtant ils sont toujours là. Toujours là, oui, mais après des nuits passées derrière leurs portes barricadées, alors que moi je me trouvais en pleine nature. L'impression que j'avais était celle dont je ne pus douter. La dernière, là derrière moi, une force inconnue montait à l'assaut de la colline. L'air fut d'abord agité de petits remous, puis, comme si l'on avait retiré d'une soufflerie, je fus entouré d'une atmosphère stagnante dans laquelle je sentais la pire des menaces. L'épouvante me gagnait et je demeurais collé au sol, mes ongles enfoncés dans la terre, car cette terre, ces brindilles, faisaient partie du connaissable, alors que derrière moi, au-dessus de moi, il y avait autre chose. J'ouvris la bouche pour me délivrer du poids qui oppressait mes tempes, et une grosse goutte de sueur, ou de brouillard, je n'aurais pu le dire, roula sur ma joue. Dans la maison, un des molosses hurla, et l'autre fit immédiatement écho. La plainte lugubre monta, diminua, reprit. Des jurons retentirent, proférés par Jess pour les faire taire. Le faible bruissement que j'avais jusque-là perçu derrière moi sembla se transformer. C'était maintenant un son que je ne pourrais définir que comme un sifflement sourd et mouillé. En même temps, je me sentis effleuré par des langues d'humidité visqueuse, prêtes, pareil à un drap imbibé que l'on aurait tiré sur mon dos et ma tête. Instinctivement, je dégageai mon poignard. L'atmosphère lourde pesait, m'écrasait, au point que respirer n'était plus pour moi un acte automatique, mais un effort de toute ma volonté.
Cette oppression fut bientôt si intolérable que je pensais à une masse gélatineuse entassée sur mon corps. Pas un réflexe de peur animale, irraisonné, je levai mon poignard et frappai l'air à plusieurs reprises. L'absurdité de ce que je faisais m'apparut bientôt et m'aida à me ressaisir. Mais une horreur nouvelle s'insinua en moi, car j'aurais juré qu'en donnant ces coups de poignard, ma main avait rencontré une résistance, non pas celle que peut offrir un corps solide d'un tronc d'arbre, mais comme si j'avais plongé la lame dans une substance molle, beaucoup plus molle, une sorte de gélatine. J'essuyais ma main droite et frissonnais en sentant la viscosité huileuse dont elle était couverte. Mais l'aboiement impératif des deux chiens accapara de nouveau mon attention. On aurait dit que la maison se trouvait soudain à une distance beaucoup plus grande, ou plutôt j'avais l'impression de la regarder par le mauvais bout d'une lorgnette, au verre poussiéreux. À l'intérieur, les lampes semblaient avoir faibli. L'électricité allait-elle manquer? Mais je compris que cet estompement était un effet du brouillard dont les couches recouvraient l'une après l'autre le sommet de la colline. Tandis que j'étais là, aux aguets... Oh, attendez. Je vais faire un truc avec la musique parce que là c'est pas possible. Hop. Tandis que j'étais là, aux aguets, la répulsion de tout mon être pour cette grisaille répugnante fit place à une sorte de fascination objective. La maison était littéralement en train de se désagréger, de partir en fumée. Les lumières d'abord, ensuite la masse même des bâtiments. Forme tremblée, floue, la seconde d'après, de moins en moins distincte. L'aboiement des chiens allait crescendo, mais le plus effrayant était que partout au-dessus de moi, autour de la maison, le brouillard semblait chuinter, chuchoter. On aurait presque pu croire qu'il murmurait le mot « Hubble ». Naturellement, un reste de bon sens me fit rejeter cette idée. J'étais le jouet de mon imagination exacerbée. Alors j'entendis les hurlements de Jess. Il n'y a rien de plus atroce au monde qu'un homme fort qui se met à crier sous l'empire de la terreur abjecte. Les échos abominables se répercutaient dans toute la maison et les lumières faiblissaient encore. Bientôt, je ne vis que des vagues lueurs diffuses. Enfin, ces lueurs elles-mêmes disparurent, et les hurlements ne résonnèrent plus que dans ma tête pour accompagner les pulsations affolées de mon cœur. Dans ma tête, car c'était maintenant le silence absolu. Je me levai tant bien que mal. Je descendis la colline. À chaque pas, il me semblait que j'enfonçais dans la boue d'une fondière. Je titubais, butais, glissais, mais la peur me talonnait. J'avais l'effrayante conviction que, si je tombais, tout serait fini pour moi. Je courais quand j'atteignais la route. Je haletais. Pour rien au monde, je n'aurais regardé derrière moi, de peur de voir la chose à mes trousses, la chose monstrueuse, qui n'offrait aucune résistance solide, et pourtant signifiait la mort. Je courais, le souffle me manquait, mais je ne m'effondrais qu'une fois rendu à la porte. Nulle part, ni sur la route, ni dans les rues, je n'avais rencontré âme qui vive. Le brouillard se dissipait peu à peu, mais les gens préféraient rester barricadés.
Je me laissai tomber sur mon lit. Les battements de mon cœur finirent par se calmer et je me mis à trembler violemment. Les jambes d'abord, puis les bras, puis tout le corps. Un frisson glacé qui semblait venir du plus profond de moi-même. Et pourtant, dans ma chambre, comme à l'extérieur, la température se réchauffait. Je n'avais guère de doute sur ce qui s'était passé dans la maison Hubble, sur le sort de Jess. Je connaissais les histoires où il était déjà question du brouillard, mais jamais encore je n'avais admis la signification terrible d'une chose qui défiait la raison humaine et qui cependant exigeait d'être expliquée dont sa réalité s'imposait. Ce fut seulement aux premières heures du jour que je sombrai dans un sommeil agité. Après le petit déjeuner, je gagnai, comme d'habitude, la mairie où m'accueillit le shérif. « Bonjour, Smith, me dit-il. « Bonjour. Sacré brouillard hier soir, hein? Oui, plutôt. Je me demande si il y a eu quelque chose, du vilain. » Je fis un geste d'ignorance et m'assis à mon bureau, mais le shérif semblait inquiet. Il ne voulait pas en rester là. Des gens qui habitent tout près de chez Hubble ont, paraît-il, entendu des cris et des aboiements. Ça venait de là-haut. Et puis, toutes les lumières se sont éteintes. Bigrement drôle, vous ne trouvez pas? Il faut croire que oui. Je me détournai, de sorte que le shérif ne put remarquer le tremblement de mes mains. Sous le plein soleil qui rôtissait Elbow Creek et entraîna à flot par les fenêtres de la mairie le souvenir de mon aventure nocturne était plus supportable. Et pourtant, à l'évoquer comme je le faisais maintenant, je sentais la peur pénétrer de nouveau en moi. N'importe comment, c'était un beau démon, marmonna le shérif. Un démon, ce Jess Hubble. J'acquiesçai d'un hochement de tête. Si lui est arrivé quelque chose, ce ne sera pas un mal. Sale engeance. Tous ces Hubble, une maison maudite. C'est l'endroit qui veut ça. Personne n'aurait jamais dû habiter là-haut. Tout en écoutant le shérif, je me rappelais le vieil homme qui avait autrefois prévenu Jess, qui lui avait dit qu'une puissance démoniaque possédait un droit de priorité sur la colline. Une puissance qui venait du Sound et qui remontait la vallée jusqu'aux terres des Hubble. Elle gagnait peu à peu toute la campagne environnante comme une monstrueuse moisissure, tuant ceux qu'elle voulait, les réduisant en particules visqueuses. Le shérif continuait à s'iloloquer. Si Jess avait disparu, le domaine deviendrait propriété de l'État. Nul n'avait jamais revu Tom. On ignorait même s'il était encore en vie, et personne ne voulait racheter la maison ni les terres. Le prix serait du reste trop élevé pour n'importe quel habitant d'Elbow Creek. Puis le shérif s'en alla. Je demeurai assis à réfléchir. Après tout, il devait bien avoir une explication rationnelle. Des histoires de bonnes femmes où il était question de bétail manquant, de jeunes enfants jouant dans les bois et emportés par le brouillard. On pouvait en croire ce qu'on voulait. Les frères et sœurs de Jess Hubble, disparus quelques années plus tôt, j'étais soudain prêt à parier qu'ils avaient dû prendre peur et s'enfuir. Tout comme Jess d'ailleurs, si on ne le retrouvait pas. Jess et les siens
affectait de mépriser ces contes à dormir debout, mais les êtres cruels et superstitieux sont toujours ceux qui laissent le plus facilement suggestionner. Les brouillards qu'envoyait périodiquement le Sound avaient une densité insolite. L'imagination, la peur animale d'un être frustre avait bien fait. La maison déformée, les murs soudain croulants de vieillesse, fable correspondant au besoin qu'ont les hommes de donner un aspect humain aux choses inanimées. Existe-t-il réellement un arbre qui frissonne sous l'orage, des maisons qui resserrent les unes contre les autres? Sottise. Quelques jours plus tard, mes suppositions s'étaient vérifiées. De toute évidence, Jess avait disparu, lui et ses chiens s'étaient éclipsés, et sans doute au cours de la fameuse nuit. Naturellement, chacun dans le bourg répétait qu'il avait été emporté par le brouillard. Une semaine s'écoula et la maison Hubble eut un nouvel occupant. C'est moi qui vins m'y installer, et si j'éprouvais d'abord une sensation étrange, très étrange même, j'eus tôt fait de m'accoutumer. Il y avait du grand bruit à la mairie, et force par l'arbre, et quand je me retrouvais seul dans le vaste hall de la maison, devenant mon visage couturé, reflété par la grande glace, je compris la stupéfaction du shérif. Quand je lui avais révélé mon vrai nom, il était devenu blanc, puis très rouge. « Impossible! Vous n'êtes pas Tom Hubble! Enfin, voyons, vous ne lui ressemblez même pas! Votre visage, il est... » Mais je lui rappelai la fameuse nuit où je m'étais battu contre Jess, la façon dont j'avais été assommé. Je produisis mes papiers d'identité que je possédais, certificat de naissance, diplôme scolaire, le shérif, branlant la tête d'un air désorienté, après quoi son attitude devint réticente, comme celle de tous les habitants d'Elbow Creek. Dès qu'il était question de la famille Hubble, je vociférais tant et plus, et il finit par appeler le commissaire. Nous signalâmes tous trois les papiers qui me mettaient légalement en possession de la priorité. Je me souciais peu du sort de Jess et des autres. J'étais à présent le maître d'un domaine qui me rendait riche, puissant. J'avais patienté des années, attendant l'occasion de me débarrasser de Jess, et la légende avait joué en ma faveur. Le fameux soir, j'étais parti dans l'intention de le tuer. Je pensais profiter du brouillard et enterrer le corps pour que les naïfs habitants d'Elbow Creek ne croient disparu, comme ses frères et sœurs. Disparus comme tous ceux qui osaient vivre sur la colline. Maintenant, je riais bien de la peur qui m'avait saisi. Oui, même moi. Tandis que je guettais Jess par une petite partie de mon esprit, je m'étais laissé influencer par ces contes de bonne femme sur lesquels tout le monde brodait dans la vallée. Il va sans dire que j'explorais la maison de fond en comble. J'y trouvais quantité de vêtements et de provisions, et suffisamment de spiritueux pour un an ou plus. Je découvris même le coffre-fort, derrière un amoncellement de caisses dans la cave. Ça avait toujours été la cachette choisie par les Hubble, mais Jess ne laissait personne s'en approcher. Je songeais aux années que j'avais passées comme pauvre petit secrétaire de mairie, et je contemplais avidement les liasses de billets de banque. Il y avait enfin un Hubble qui allait profiter de sa fortune. Je songeais également à ma femme, morte depuis longtemps,
mais je pouvais prétendre à mieux. Je pouvais amener chez moi la plus jolie fille du pays, et je le ferais. Un dernier point cependant aurait pu encore m'intriguer concernant la légende de Brouillard. Incontestablement, les poutres et charpentes supérieures de la maison étaient tordues d'étranges façons, et les bardeaux extérieurs gonflés ou gondolés suivant les endroits. C'était cela qui prêtait une certaine vraisemblance au récit des villageois, selon lesquels ma maison vieillissait quand elle se trouvait prise dans le brouillard. Pour ma part, je ne doutais pas que ce fût simplement un effet du climat. La brume y jouait peut-être son rôle, mais aussi le soleil quand il cognait sur les collines. En tout cas, rien d'inquiétant. Tout cela, me répétais-je, s'expliquait normalement. Je n'y connais pas grand-chose en construction. La substance pâteuse qui enrobait çà et là les poutres, et que je trouvais également dans les fissures, ne signifiait rien pour moi. Je supposais que c'était une sorte de goudron ou de cire. Et j'attendais avec une véritable impatience le prochain brouillard, car je prendrais plaisir à me montrer dès le lendemain matin dans les rues d'Elbow Creek pour m'amuser du désappointement de ceux qui s'ingéniaient à prédire ma disparition. Nous étions toujours en été. Le temps restait clair. 2 ou 3 fois, je descendis jusqu'au bourg. Chacun me fuyait comme la peste. La colère me prenait de penser que tout le monde avait bien su accueillir l'obscur secrétaire de mairie appelé Smith, mais que nul ne voulait plus entendre parler de moi depuis qu'on savait mon vrai nom. Bon Dieu, je me chargerais de les mettre au pas. J'étais le plus riche propriétaire de la région et je n'entendais pas vivre claquemuré comme l'avait fait Jess. Les orgies, les empoignades occasionnelles avec les gens de la vallée n'avaient pour moi aucun attrait. Il fallait procéder de façon plus méthodique. Je prendrais leurs terres, je réduirais encore leur misérable existence de cloporte, et je me gaussais de leurs craintes superstitieuses en traversant leur bourg dès le lendemain matin. J'ai attendu 2 mois l'automne. L'automne a commencé à balayer la campagne. Ce soir, en remontant du bourg où je suis allé me ravitailler, j'ai su qu'il y aurait un fort brouillard. Il suffisait de voir les gens me regarder à la dérobée, presque avec impatience, et de sentir les premières gouttelettes huileuses. Un dîner copieux m'a retenu longtemps à table, et la nuit vint sans que je me soucie davantage des conditions atmosphériques. Mais il faisait plus froid, et je vais allumer du feu dans l'immense cheminée. J'étais installé confortablement devant l'âtre, un verre à côté de moi, quand tout à coup, des bûches sifflèrent et les flammes brisèrent. Je regardais de plus près. Les braises grésillaient. De l'eau tombait par la cheminée produisant un nuage de vapeur. C'est alors que j'ai repensé au brouillard, mais je dominais le réflexe qui me poussait vers la fenêtre. La vaste pièce semblait de plus en plus sombre. Je tournais un autre commutateur. Malgré mes efforts, le feu s'éteignit progressivement. Il fallait vérifier le conduit. Le tirage devait être mauvais. J'aurais pu monter dans ma chambre, mais c'était encore en bas qu'il faisait le plus chaud. Et puis j'ai entendu le bruissement. Dehors, comme lorsque la nuit où j'étais aux aguets parmi les broussailles, l'éclatement d'un tison me fait tressauter.
La pièce était silencieuse, rien que le rythme de ma respiration. À l'extérieur, le vent agitait les feuillages, le vent bien sûr, et il y avait quelque chose qui frappait l'une des vitres. La pluie? Il n'y était pas encore tombé d'eau ce soir. J'ai avalé l'alcool qui restait dans mon verre et me suis levé. Au-dessus de moi, une poutre a gémi comme la charpente d'un vieux navire. J'ai eu l'impression que le plancher tremblait. Dehors, le bruissement est devenu plus fort, mais je ne me suis pas approché des fenêtres. Soudain, j'ai cligné des yeux. L'électricité. Les lustres les appliques allaient s'éteindre. Ah ça! Était-ce un tour des imbéciles d'Elbow Creek pour me faire peur? Me faire peur, moi? Les ampoules diffusaient une lueur jaunâtre. Je ne les voyais plus qu'à travers un voile gris. La brume avait pénétré dans la maison. Naturellement, par la cheminée. Personne n'a jamais dit qu'il ne pouvait y avoir de brouillard dans une maison. J'ai passé une main devant mes yeux, ma paume luisait d'humidité. À l'instant où mourut le dernier tison, il y eut un sifflement. Un sifflement qui ne provenait pas de l'âtre, mais qui faisait partie du bruissement extérieur. À moins que le bruissement fût lui aussi présent dans la maison. Les ampoules électriques n'éclairaient guère davantage que des quinquets. Elles baissaient toujours, et ce fut l'obscurité. J'avais préparé une torche, je l'ai cherchée à tâtons. Bon Dieu, impossible de la faire fonctionner. Les allumettes dans ma poche, j'en ai frotté une, elle s'est éteinte presque aussitôt. J'ai ouvert la bouche pour crier, et j'ai senti quelque chose de mouillé. Une semi-substance gluante se glissait entre mes lèvres. Je m'efforçais de rassembler mes idées, de réfléchir. Il fallait... Demain matin, je serai dans les rues d'Elbow Creek. Cette chose qui se collait à mon visage, à mon corps, comme une gélatine. Demain, je serai dans les rues d'Elbow Creek. Masse gélatineuse qui emplissait maintenant toute la pièce, qui montait jusqu'au plafond. Elle était contre moi, en moi. Je me confondais avec elle, soulevé au milieu de vibrations suraiguës, inouïes qui me perçaient la tête. Un dernier vestige de vie consciente, une dernière pensée. Demain, je serai, puis plus rien. Que d'être emporté par un tourbillon vertigineux, happé, sucé, absorbé pour flotter et chuchoter avec le brouillard, pour revenir seulement en voûte grise, éparse dans le mystère de la nuit. Et voilà. Donc du coup, ce texte a été traduit par René Latière. Bonjour à tous, bonjour Z-Guilds, bonjour Bellegarde du Nord, bonjour Xureil, bonjour à Canoa, bonjour Nenia TV, et puis bonjour Puev. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Je suis en train de regarder si le prochain texte n'est pas trop long. Non, ça devrait le faire. Et il est 22h30. Fort bien. Alors pour ma part, je vais faire une petite pause. Et puis on se retrouve juste après pour le deuxième texte.
Alors, après cette courte pause et une bouteille d'eau, on va pouvoir continuer. Le passage dans une autre dimension est l'un des thèmes majeurs de la littérature fantastique. Il s'opère souvent par l'intermédiaire des miroirs, parfois aussi celui des tableaux. C'est cette dernière voie d'accès qu'a choisi Harold Lawlor pour nous narrer l'histoire d'une redoutable vengeance. Le texte qui suit s'intitule De l'autre côté de la porte, et il a donc été écrit par Harold Lawlor. Si bizarre que cela puisse paraître, Monsieur Galloway aima le tableau dès sa première minute. Une peinture moderne, cependant, qui avait de quoi heurter le vieillard, que ce fût par le sujet lui-même, la manière dont il était traité, ou le choix des couleurs. On eût pu croire que Monsieur Galloway n'y trouverait rien, pas moins la moindre affinité. Or le tableau, lui, il lui plut d'emblée. Mais comme il avait acquis une grande expérience de son épouse, cette Sylvia, si jeune, si belle, si frémissante, il feignit d'y trouver à redire. Enfin, qu'est-ce que cela représente? Rien, véritablement rien. Ah bah, riposta Sylvia, piquée au vif. C'est autre côté de la porte est une merveille, ce qui est bien le moins, vu le prix. Un tableau signé Malo, qui n'est pas le premier venu que je sache. Pourquoi, peu qu'on en ait quelques cultures, on n'ignore pas Malo de nos jours? Ce n'est pas le genre de toile que je désirerais voir ici, objecta doucement M. Galloway. Ah, oui, hein? Dès qu'on faisait mine de la contrarier, Sylvia retrouvait les manières de la classe et du milieu d'où elle sortait. À présent, elle se tenait devant son époux, main aux hanches, très poissarde, l'allure oubliant, dans sa colère, les modulations de sa voix si soigneusement acquises. Et qu'est-ce que vous connaissez à l'art, vous? Voulez-vous me le dire? Le tableau resta ici. Je vous en fiche mon billet, compris? Et il resta exactement comme le vieillard l'avait prévu et voulu. Il y a toujours moyen de venir à bout d'une femelle, songeait-il. Souvent, par la suite, en se rappelant avec amusement le succès du stratagème. Il eût monté du goût pour le tableau. Sylvia l'aurait tôt ou tard revendu, poussé par le seul instinct de faire souffrir son vieil époux. Il connaissait Sylvia, ou du moins il pensait la connaître, mais ne lui tenait nulle rigueur de son attitude. En bonne logique, il admettait qu'il fit preuve du manque de patience naturelle des jeunes à l'égard de leurs aînés. Union malheureuse que celle-là. Tout le monde l'avait prédit au départ. Un fou, ce pauvre monsieur Galloway. Demeurer si longtemps célibataire, pendant qu'il faisait fortune, et grosse fortune. Il se laissait prendre soudain au genre de mariage qui est le piège où tombe plus d'un sexagénaire. Sylvia était bien plus jeune que lui, beaucoup trop jeune, et issue d'un milieu qui n'avait rien d'honorable. Mais il était déjà arrivé que l'on trouve des perles dans la fange. Sans doute se tint-il alors ce raisonnement, au reste valable. Par ailleurs, si elle eut le désir et la volonté de se cultiver, Sylvia gardait certaines traces de son bougre d'origine. Et le vieillard en était arrivé à craindre qu'elles ne fussent indélébiles. Dès la première semaine,
il se rendit compte que Sylvia ne l'aimait pas comme elle lui avait fait croire. C'était un choc pour lui car il avait eu confiance en ses sentiments. Il finit pourtant par accepter la chose avec philosophie. Il restait très humble malgré sa fortune et voyait dans cette froideur la preuve que lui-même manquait probablement de certaines qualités. Peut-être avait-il trop espéré. Elle lui témoignait du respect, de la reconnaissance. N'était-ce pas déjà beaucoup? Il s'en contenta. Ainsi, avec un cœur malade, qu'il fallait aménager, et tandis que Sylvia courait les distractions nocturnes en compagnie de tel ou tel chevalier servant, le vieux monsieur Galloway restait seul à la maison, y cherchant des plaisirs qu'il pouvait se procurer. Il lisait énormément, possédait une bonne discothèque, mais ce fut seulement quand Sylvia eut acheté la toile de Malo que le vieillard découvrit une chose dont l'intérêt promettait de ne jamais faiblir à ses yeux. Les dimensions du tableau étaient telles qu'on aurait pu le prendre au-dessus de la cheminée. Sylvia l'avait donc fait fixer contre le mur, en face de celui le long duquel s'étalait le magnifique piano à queue. Un soir, peu de temps après la pose du tableau, Monsieur Galloway s'aperçut que cette peinture accaparait de plus en plus ses pensées. Combien de fois, depuis une semaine à peine, avait-il constaté soudain qu'il ne lisait plus son livre ou qu'il n'écoutait plus la musique? Ses yeux, son attention, étaient littéralement captivés par l'œuvre de Malo, comme si elle exerçait sur lui un charme irrésistible. Il en vint à délaisser sa bibliothèque et ses disques pour essayer de pénétrer le mystère de cette fascination à laquelle il était soumis. Il avait enfin trouvé une chose qui put l'intéresser réellement, car M. Galloway appréciait l'ordre et la méthode, et une claire connaissance des mobiles qui vous font agir. Il aimait cette toile, c'était le cas, incontestablement. Il voulait savoir pourquoi. Et quand il vit que ce ne serait pas facile, il éprouva une gratitude immense pour le tableau. La gratitude de ceux qui, trop seuls, savent apprécier la moindre diversion capable d'occuper leurs pensées et de faire obstacle à l'ennui dévastateur. En fait, comme il l'avait si bien remarqué, le premier jour, l'autre côté de la porte ne représentait pas grand-chose. C'était tout simplement une pièce dont on ne voyait qu'une partie et qui ne contenait pas de mobilier. Un tapis recouvrant le sol, un mur peint et, dans ce mur, une porte à demi ouverte. Cette porte laissait voir une deuxième pièce identique à la première, puis une troisième, au-delà, et une quatrième, et ainsi de suite. Tout le long d'une enfilade de portes. Toutes ces pièces étaient exactement semblables. Un tel sujet aurait dû lasser l'œil de par sa monotonie. Et pourtant ce n'était pas le cas. Du moins, M. Galloway trouvait toujours le même plaisir à le regarder. Il crut d'abord que cela provenait du choix des couleurs. Le peintre avait utilisé un rouge vif pour le tapis, une teinte chartreuse pour le mur, et du jaune chrome pour la porte entr'ouverte. D'ailleurs, le vieillard avait tout son temps. Il put y réfléchir à loisir, et finit par conclure que ce n'était décidément pas une question de couleur. Et il éprouvait une joie sincère en songeant qu'il lui faudrait continuer à chercher. Ce fut bientôt au point qu'il en arriva à passer ses soirées entières dans le living room et que Sylvia finit par le remarquer.
Elle se trouvait justement avec lui, pour une fois, mais uniquement parce qu'elle attendait son chevalier servant qui devait l'accompagner au théâtre. Il tardait à venir et Sylvia en subissait le contre-coup. Il lui fallait passer sa hargne sur quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était son époux, toujours à portée de ses ongles. Elle ferma à demi les paupières le total, en le voyant si totalement muré dans sa contemplation. Vous m'exaspérez, lança-t-elle tout à trac, tout à trac, d'une voix acide qui le fit sursauter. Vous êtes là devant ce tableau comme si vous hypnotisait. Et pourquoi je voudrais bien le savoir? Ne m'avez-vous pas dit que vous ne l'aimiez pas? Monsieur Galloway avait suffisamment le contrôle de lui-même pour ne pas trahir son désarroi. Il ne s'était plus du tout souvenu de la présence de Sylvia. Il fallait maintenant la désarmer tout de suite, sans quoi elle était capable de revendre le tableau si elle venait à soupçonner l'intérêt que portait le vieillard. Il eut un petit rire. Que je ne l'aimais pas, assurément non, ma chère, mais je m'amusais à imaginer les différents procédés que je pourrais employer pour le détruire, si j'osais. Car il faudrait que vous osiez, n'est-ce pas? Ricana Sylvia. Je voudrais bien vous voir essayer. Ce tableau est à moi et j'y tiens. Vraiment, ma chère? Mais elle sentait à quel point cette réponse manquait de naturel. L'attention du vieillard demeurait fixée sur la toile. Son comportement était pour le moins bizarre. Sylvia allait riposter quand un visiteur s'annonça, ce qui rendit à la jeune femme un semblant de bonne humeur. C'était son nouveau chevalier servant, un garçon mince et brun, dont la physionomie avait un rien de dissimulation. Monsieur Galloway entendit vaguement qu'on lui présentait Michael Chose, ou Machin. Il n'avait plus guère la mémoire des noms. Du reste, les deux jeunes gens partirent presque aussitôt. Il en fut heureux. Il restait seul avec le tableau, libre de lui consacrer toutes ses pensées. Ce fut cette nuit-là que l'œuvre de Malo lui révéla son premier secret. Quand il eut découvert la raison du plaisir qu'elle procurait à son esprit. Donc il ne s'agissait pas de couleurs, mais alors qu'était-ce? Monsieur Galloway déplaça progressivement le grand fauteuil pour l'amener juste en face du tableau, puis il se rassit, la main appuyée sur sa canne à pommeau d'or. Voyons, songe-t-il. Et d'abord le sujet lui-même, cette porte entr'ouverte. Et celle qui faisait suite, et la troisième. Toutes ces portes qui se succédaient jusqu'à l'infini. Mais oui, il fallait qu'il fût bien sot pour ne pas avoir compris plus tôt. C'était une image de l'infini. Et ce tableau qui évoquait l'espace illimité faisait naître en vous par là même un sentiment de paix incommensurable. Dans l'exaltation qui le possédait, Monsieur Galloway étreignait sa canne, avec laquelle il frappa le tapis. Un sentiment de paix. C'était cela qui l'avait captivé dès le premier instant. La paix, la sérénité, la seule chose dont il s'était trouvé frustré au cours des dernières années. Ah! Il aurait eu mauvaise grâce à se plaindre quand tant de gens menaient une existence bien plus misérable que la sienne, mais il avait souffert de son corps diminué, incapable de répondre à ce qu'il aurait pu lui demander. Souffert de se répéter que Sylvia, la pauvre enfant, demeurait comme une prisonnière à ses côtés. Il aimait ce tableau, rien d'étonnant, puisqu'il lui apportait la paix. Après,
Pourtant, vint une réaction. Si M. Galloway avait été heureux de sa découverte, il regrettait maintenant d'avoir trouvé le secret de la fascination qu'exerçait sur lui le tableau. Il craignait à juste titre que le charme ne fût rompu. Il appréhendait de connaître à nouveau les longues soirées lugubres, sans autre plaisir que la lecture ou la musique. Ce tableau était son ami. Allait-il le perdre? Or, il constata bientôt avec bonheur que ce ne serait pas le cas. Et même une semaine plus tard, il apprit que, loin d'avoir épuisé toutes les joies offertes par l'œuvre, Malo, lui, en restait à découvrir. Il était encore seul. Sylvia accompagnait Michael, qui semblait avoir plus de chance que les précédents chevaliers servants. La jeune femme n'était jamais sortie plus de 2 fois avec le même homme, et ce rendez-vous était le 4e ou le 5e. Monsieur Galloway aurait peut-être pu tirer certaines conclusions si son intérêt pour le tableau avait été moins exclusif. Contrairement aux autres soirées au cours desquelles il observait la toile en pleine lumière, il éteignit toutes les lampes, à l'exception d'une seule, la grande applique de bronze située juste au-dessus de la peinture. Il avait pensé que l'éclairage étant différent, elle lui offrirait peut-être un nouveau mystère dont il chercherait l'explication. Il lui arriva par la suite de se demander s'il n'avait pas sommeillé plus ou moins longtemps. Le fait est qu'à un moment donné, ses souvenirs s'estompaient et que beaucoup de choses avaient pu se passer dans l'intervalle. En tout cas, dès qu'il reprit pleine conscience, il crut remarquer que le dessin du tableau vibrait. Il aurait même juré à distance que la porte battait légèrement, comme si un faible courant d'air la faisait remuer. Il n'en crut pas d'abord ses yeux, mais l'impression demeurait. Monsieur Galloway s'extirpa du fauteuil pour se rapprocher. Quelque chose le poussa à tendre la main vers la poignée peinte. Et ce fut l'instant où il fit la découverte incroyable qui lui coupa le souffle. Il avait senti ses doigts se refermer sur le métal d'une poignée réelle. Et comme il restait là, cloué par la stupeur, la poignée s'échappa à sa main. Par un miracle fantastique, le tableau venait d'acquérir une 3e dimension. Cette pièce s'étendait en profondeur, au lieu de n'être qu'une simple image plane. Sans que sa volonté y fût vraiment pour quelque chose, le vieillard se rendit compte qu'il enjambait le cadre et pénétrait dans le tableau. Il éprouvait soudain une joie d'enfant. Ses mains effleurèrent les murs, caressèrent le tapis moelleux qui recouvrait le sol. Une fois que l'on avait pénétré, on voyait que la pièce s'étendait bien au-delà des limites du cadre. On voyait aussi qu'elle était plongée dans l'obscurité, à droite et à gauche. Il observa même un détail qui lui avait jusqu'alors échappé. Si la porte était bien munie d'une serrure, l'artiste avait oublié d'y peindre une clé. Monsieur Galloway toucha de nouveau la poignée, mais il ne s'avisa pas d'ouvrir la porte, toute grande, ni de passer dans la pièce suivante. Pourtant, il fit une chose sur laquelle il n'allait pas cesser de s'interroger ultérieurement, car il n'obéit alors à aucun désir précis. Ce fut purement machinal de sa part. Arrêtant là son exploration, Monsieur Galloway franchit à nouveau le cadre du tableau et se retrouva dans le living room où il gagna la cuisine. Il y prit un morceau de paraffine dont on s'était servi pour boucher les pots de confiture. Il le roula entre ses doigts
après l'avoir fait chauffer un peu de façon à le rendre plus malléable. Puis retourna dans le living room, enjamba encore une fois le cadre et utilisa la paraffine pour obtenir une empreinte de la serrure sans clé. Et dès le lendemain, agissant toujours comme un homme que l'on dirige en état d'hypnose, il demanda à un serrurier de lui fabriquer une clé d'après l'empreinte fournie. Idée bizarre qui, précisément, fit craindre à M. Galloway de n'avoir plus toute sa tête. Car enfin, qu'est-ce qui lui avait poussé à agir ainsi? Qu'avait-il besoin d'une clé pour la serrure de cette porte? Cela ne rimait à rien, et il laissait... Elle ne laissait pas de l'irriter. Ah, désolé, il y a une faute dans le texte. N'était-ce pas un signe avant-coureur du gâtisme? Suivant son habitude, il s'efforça d'imaginer toutes les raisons possibles qui pouvaient l'amener à désirer cette clé. Mais il en existait une, et elle lui échappait complètement. De guerre lasse, il finit par se rappeler que bien souvent autrefois, tel ou tel de ses amis s'était comporté d'une façon qui semblait aberrante, tout en ignorant le motif très valable ayant déterminé l'action. Pas de doute, conclut-il, quelque peu rasséné. Je dois avoir une raison, et si je ne la découvre pas, c'est qu'elle ne veut pas sortir de mon subconscient. Elle remontera bien à la surface en temps voulu. Et il se contenta de cette explication. Désormais, M. Galloway ne craignait plus la solitude. Au contraire, il la recherchait. Il masquait difficilement son impatience les soirs où Sylvia tardait à s'en aller, car elle était seule qui put le gêner. Depuis longtemps, des domestiques avaient l'ordre formel de ne pas le déranger après dîner. Chaque soir donc, dès qu'il se savait bien seul, il enjambait le cadre du tableau, et jamais le tableau ne trompait son attente. Jamais. Il ne le frustrait de cette sérénité qui était un baume pour son âme. Et étrange cependant, alors qu'il ne se laissait pas d'explorer les moindres recoins obscurs de la première pièce, il ne cherchait pas du tout à reconnaître celle qui faisait suite, ni aucune des innombrables autres dont on voyait l'enfilade par les portes entrebâillées. Il ne trouvait rien d'insolite à cela. Il admettait simplement qu'il n'avait aucune envie de franchir la première porte, et que rien ne le pousserait à le faire. Une nuit, enfin, perdu comme d'habitude dans les ombres qui noyaient la pièce... Attendez, je baisse la musique. Une nuit, enfin, perdu comme d'habitude dans les ombres qui noyaient la pièce, à droite et à gauche, derrière le cadre, M. Galloway entendit Sylvia et Michael. Leur voix venait du living room. C'était la première fois qu'ils rentraient de si bonne heure. Un moment, le vieillard sentit son cœur battre la chamade. Il avait l'impression d'être pris au piège, puis il se rendit compte que, là où il était, personne ne pouvait le voir. Il lui suffisait d'attendre que Sylvia et Michael fussent partis. Il n'aimait guère cette situation qui l'obligeait à écouter, mais il ne pouvait révéler sa présence, car il ne voulait pas faire connaître le secret du tableau, pas même à Sylvia et encore moins à Michael. La voix de la jeune femme était claire et froide, comme un cristal. « Mon baron doit être déjà au lit, » dit-elle. Monsieur Galloway se raidit, incapable d'en croire ses oreilles.
Était-ce bien de lui que Sylvia parlait? Elle n'employait tout de même pas de tels termes à son égard, en présence d'autrui. Un rire moqueur de Michael fit écho. Charmante façon de désigner l'époux bien-aimé qui vous a mise dans le giron de Dame Fortune. Sylvia pouffa. Oh, disons simplement que dans une cage dorée. En toute sincérité, chérie, je ne comprends pas que tu puisses vivre avec un tel Mathusalem, ni que tu puisses rester ici maintenant que tu as ce que tu voulais. Évidemment. Il s'est montré généreux, je suppose que tu lui en es reconnaissante. Reconnaissante? Et de quoi? C'est lui qui a de la chance que je l'épouse. Quant à savoir pourquoi je reste, ça, je ne le dirai à personne. Mais avec toi, ce n'est pas la même chose. Tu m'as connu avant. Ce qu'il y a, mon petit Michael, c'est que le vieux m'a donné un milieu valable. J'avais beaucoup à apprendre. J'apprends. Quelques années encore de cette vie et il existe d'autres hommes plus jeunes, sais-tu? Et même plus riches que lui. Des snobs qu'il aurait à jamais accordé un regard à Sylvia Propac. Peste! Quelle femme de tête! Applaudit Michael. Et moi, dans tout ça, je continuais à jouer le rôle effacé du bon garçon chargé de distraire la belle dame qui s'ennuie. Le rire de Sylvia retentit encore une fois. Eh bien, devine. Par la pensée, M. Galloway voyait le regard qu'elle levait vers Michael et l'invitation contenue dans ses yeux. Puis il y eut un assez long silence, et le vieillard comprit qu'ils s'embrassaient. Ainsi, elle ne l'aimait pas. Elle ne le respectait pas, non. Que M. Galloway songeât à s'apitoyer sur son propre sort, ni à récriminer. Pourquoi Pour lui, c'était la simple constatation d'un fait, d'une chose qui aurait pu supporter, à laquelle il aurait peut-être trouvé des excuses. Mais à l'idée que Sylvia n'éprouvait même pas la plus petite reconnaissance pour tout ce qu'il avait fait envers l'homme qu'il avait tiré d'une vie misérable, il sentit naître en lui une juste colère. Sans doute se sentait-il dressé soudain devant les coupables, révélant sa présence pour la honte de la jeune femme. S'il ne l'avait entendu brusquement s'exclamer « Oh, regarde Michael, le tableau, on dirait que la porte bouge !» Monsieur Galloway se rappela que seule la grande applique de bronze était allumée, comme le soir où il avait découvert la troisième dimension du tableau. Apparemment, Sylvia et Michael n'avaient pas cherché à éclairer davantage le Levilgroom en rentrant. Ils les entendaient maintenant s'approcher de la toile avec des exclamations qui traduisaient leur surprise et leur incrédulité. « Mais oui !» reprit Sylvia. « Regarde, on peut y entrer, viens !» L'instant d'après, tous deux enjambaient le cadre, pénétraient dans la pièce peinte par Malot. Ils étaient à ce point surexcités qu'ils ne virent pas M. Galloway immobile dans l'ombre. Mais, d'un seul coup, l'atmosphère de paix se trouva détruite, et le ressentiment du vieillard se mua en fureur. Dire qu'elle ne lui laissait même pas cela, cet enchantement que lui offrait le tableau, plus précieux de tous, était rompu à jamais. Sans cesser de parler, et avec quelle volubilité, Sylvia ouvrit la porte entièrement, promena un regard curieux de l'autre côté, puis entraîna Michael dans la pièce qui faisait suite. Monsieur Galloway s'avança à son tour, d'un pas très alerte pour son âge. Il souriait imperceptiblement, mais avec satisfaction malgré tant d'illusions détruites, car, sur un point du moins, son esprit se trouvait tranquillisé. Il venait enfin de comprendre pourquoi
il avait fait fabriquer une clé pour la serrure de la porte. Des années ont passé depuis lors, mais le tableau n'a pas été vendu. Monsieur Galloway y tient comme au premier jour. Le plaisir qu'il lui procure est même plus grand que jamais. Il reste là tous les soirs, assis devant la toile, bien que parvenu maintenant à l'extrême limite de la vieillesse. Au début, il se posait une question. Irait-il un jour déverrouiller la porte? Cette porte qu'il avait fermée impitoyablement sur Sylvia et Michael? Mais il n'y a pas eu de réponse, et il restait vain d'y revenir à présent. Sylvia et Michael avaient dû bel et bien rompre l'enchantement, car, quelle que soit la façon dont M. Galloway dispose l'éclairage du living room, le tableau n'offre plus qu'une seule image peinte. La troisième dimension est un simple effet de perspective. Le vieillard n'en éprouve aucun chagrin. Son plaisir est d'être là et de se poser d'autres questions. Sylvia et Michael se trouvent peut-être encore dans la seconde pièce, derrière la porte verrouillée, à épier le moindre bruit, à faire résonner les battants, les coups que nul n'entend. Ou alors, peut-être ont-ils quitté la seconde pièce. C'est ce que M. Galloway espère. Il aime les imaginer franchissant la deuxième porte, puis la troisième, puis toutes les autres, et ainsi de suite, à l'infini, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Cette idée adoucit un peu son immense solitude. Et voilà, on en est à la fin du deuxième texte, qui a été traduit par René Latière, toujours. Le titre original, c'est The Door Beyond. Hop. Bon. Je propose de refaire une petite pause. Je ne sais pas si je vais en refaire une autre. Est-ce que vous êtes motivé pour qu'on en fasse une troisième? Très chouette. Ah, eh ben écoute, j'ai trouvé aussi Xuri. Je savais pas trop quoi m'attendre, mais il était sympa comme tout. Ah, Xuri est motivé pour une troisième histoire. Je vais essayer de voir si j'en trouve une autre. Alors j'ai un autre recueil qui est intitulé Histoire macabre. Alors nous avons l'abominable perroquet. L'abominable perroquet, je sais pas de quoi ça va parler, mais ça a l'air fort intéressant.
Eh ben écoute, Piuev, bonne nuit. Et puis merci beaucoup d'être passé. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Bon, je prends juste 2-3 minutes et puis on continue juste après. Alors, on va pouvoir continuer sur l'abominable perroquet de Derwent May. Alors, si je ne m'abuse, ce texte, il vient d'un recueil qui se nomme Histoire macabre et qui fait partie du hors-série d'une revue qui s'appelait Fiction et qui doit dater des années, je sais pas, 60 par là, 70 peut-être, 80.
Je ne sais pas. Alors, nous allons pouvoir commencer. Mon ami Tony Ousmane, qui mourut à un âge indéterminé entre 28 et 40 ans, était quelqu'un dont la vie fut, presque jusqu'au bout, l'illustration du triomphe du style sur la matière. Comme un bel esprit jonglait avec le langage, alignant les faits fortuits en fonction de rapports empreints d'une tranquille nécessité, Tony jonglait avec les éléments naturellement. Peut-être serait-il plus juste de dire anti-naturellement, chaotique de son existence. Le simple fait de me trouver dans la même pièce, pleine de monde, en compagnie de ce personnage silencieux, dont le sourire était celui d'une déesse chat. En effet, maintenant que je repense, il y avait quelque chose de féminin dans ces silences méditatifs. Vous faisait sentir la présence dans le monde d'un ordre extraordinaire et jusque-là insoupçonné de tous. Et soudain Tony sortait de son mutisme pour annoncer avec allégresse que la rencontre avec un inconnu, ici, présent, lui avait fait découvrir quelques drames profonds. Étrangers qui, jusqu'à ce moment, ignoraient totalement que leurs deux existences étaient hideusement ou joyeusement unies, mais qui, invariablement, en étaient ravis. Je pourrais aussi évoquer ce souvenir impalpable, encore que vivace, qui me reste de lui. Chaque fois qu'il traversait une rue où la circulation était dense, avançant sur la pointe des pieds, le parapluie levé, son long manteau noir flottait autour de son corps comme une cape. Les voitures semblaient s'écarter pour lui livrer passage. L'irrésistible affabilité du génie se montrait là. Mais sous les détails superficiels de ces manipulations, il y avait presque toujours une trame plus profonde, l'affirmation plus large du fait de l'irréductibilité des choses. C'est la dernière manifestation de son génie, la plus transcendante que je veux rappeler, bien que ce fût la seule dont la réussite n'eût pas été tout à fait entière. Il est sans doute inutile de préciser que Tony était un dilettante accompli. Il était dans la plupart des arts, matelassé de capoc, car son tour de taille manquait d'ampleur. Il jouait dans les clubs londoniens avec un formidable succès d'un bazar instrument au timbre aigu. On pouvait le voir, le front élégamment froncé, peindre une fleur digne de Van Gogh. Mais son domaine, là où son talent s'exprimait le mieux, c'était le piano. Il interprétait Beethoven avec les Gens de Jupiter, comme avait dit un critique de Brahms, pour rester dans la même allégorie. Avec le doigté d'un faune. Malheureusement, il avait un handicap. Ses doigts étaient un peu courts, de sorte qu'il lui était impossible de jouer notamment certains préludes de César Franck, qu'il aimait plus qu'aucun autre morceau. Peut-être pour cette raison. Il était dans l'incapacité de frapper un accord, un seul qui revenait à 3 ou 4 reprises dans la partition. J'étais probablement le confident le plus intime de Tony pendant les derniers mois de sa vie, mais je doute que j'aurais appris, avant le dénouement, quel dessein l'animait. Alors, si un après-midi d'automne, je n'avais pas rencontré, par le plus grand des hasards,
Au moment où il sortait de la boutique d'un marchand d'oiseaux de Golder Green, il était toujours partagé entre le plaisir de garder par devers, lui ses projets, et celui de les confier à quelqu'un afin afin de les vivre en imagination avec autrui. Alors désolé, le texte est très très mal scanné. Je galère un peu. Très certainement, un peu plus tard, il se serait contenté d'éclater d'un rire ténébreux, mais cette fois, j'avais eu la bonne fortune de me trouver tout au début. Accompagnez-moi donc jusqu'à la banque, mon brave ami, s'exclama-t-il, surpris, mais apparemment enchanté de me voir. Peut-être vous ferai-je part de la trouvaille que je viens de faire. Ce qu'il avait découvert était un perroquet qui savait lancer une note ayant la même hauteur et la même tessiture que l'inaccessible note du prélude de Franck. Une fois que l'idée avait germé dans sa tête, il était évidemment fatal qu'elle dût se réaliser. En ce genre d'occasion, la nature pliait le genou devant Tony. J'appris en l'interrogeant que cette idée ne lui était même pas venue par étapes. Il fallait que quelqu'un d'autre joue cette note, voilà tout. L'impossible projet avait simplement jailli, tout armé en son esprit. Ensuite, Tony avait tout naturellement trouvé l'oiseau qu'il voulait. En vérité, le vrai problème de Tony était de dresser le perroquet à lancer sa note au moment exact où il le fallait. Mais il se mit à la besogne en déployant, comme à l'accoutumée, toutes les facultés d'une intelligence qui ne se laissait démonter par rien. Sur son bureau s'amoncelaient des manuels d'ornithologie. On aperçut plusieurs fois un zoologiste d'Oxford gravir l'escalier menant à son appartement. Maintenant, on ne l'interrompait plus que rarement, que d'habitude, et plus souvent que par le passé. Il était à présent un auditeur silencieux, imaginant passionnément, je le voyais, tant que son regard se posait tour à tour sur ceux qui l'entouraient, l'effet de la démonstration qu'il allait donner de l'omnipotence de l'humain aurait sur ses compagnons. Désormais, je n'avais plus que des ambiguïtés évasives à me mettre sous la dent pour satisfaire ma curiosité. Cependant, quand juste avant Noël, je reçus une invitation à une soirée musicale qu'il donnait chez lui, je me sentis confirmé dans ce qui était déjà ma certitude. Nous entendrions le prélude de Franck. Et de fait, nous l'entendîmes. Jusqu'à son dénouement catastrophique, aucune soirée n'aurait pu être plus plaisante que celle-là. Le punch était merveilleux. Tony était éblouissant. Son esprit délié nous soudait tous inséparablement. Il joua du Brahms, il joua du Beethoven. Nos bravos furent unanimes. Nous bûmes et rebûmes. Puis Tony s'approcha à nouveau du piano et mit fin au silence. Il annonçait le prélude de Franck. Comme il parlait, un valet de chambre entra, portant sur son poing le perroquet qu'il posa sur le piano. Je crois que presque toutes les personnes présentes étaient au courant de la difficulté de ce morceau posé à notre amphitryon. Et une vague de surexcitation avait accueilli l'annonce du titre. Mais seule la stupéfaction était peinte sur les visages des invités, le regard braqué sur ce banal perroquet vert aux yeux canailles et rapaces, et dont personne, sinon moi, n'était capable d'imaginer que le bec eût jamais été
mis autre chose que des jurons. Tony commença. Son jeu était d'une grâce si hallucinante que nous avions presque oublié l'impossible accord jusqu'aux dernières mesures qui le précédaient. Et l'accord éclata. Sonore, puissant, parfait. Nous vîmes le bec du perroquet s'ouvrir et se fermer au même instant. Des applaudissements fébriles et respectueux eussent, je présume, mis fin au récital si, en cet instant, une ombre de satisfaction était passée sur les traits de Tony. Mais pas un muscle de son visage ne frémit, et la symphonie conserva l'impassibilité d'un masque d'ivoire. La mélodie se poursuivit, fluide et rapide. Nous ne pouvions exhaler le moindre soupir. Nous attendions, retenant notre souffle, le retour de l'accord miraculeux. Il revint encore. Quelques-uns d'entre nous réalisèrent que le suivant allait être le dernier. Le prélude approchait de son terme. Mais comme les doigts de Tony s'abaissaient sur les touches qu'il pouvait frapper, le perroquet s'envola sans bruit et disparut par la fenêtre ouverte, se perdant dans les ténèbres. Par la suite, je me suis demandé une ou deux fois si tout n'avait pas été organisé à l'avance, par Tony. Mais j'avais remarqué une imperceptible grimace de consternation sur son visage à cet instant, et je suis sûr que cela n'avait pas pu être préparé à l'avance. Cependant, quand il bondit sur ses pieds, il était évident qu'il avait d'un seul coup envisagé la possibilité de transformer cet incident en un triomphe encore plus grand. Si la chose est concevable, il faut le rattraper, s'exclama-t-il, rayonnant d'excitation. Il avait déjà, tout en partant, empoigné son parapluie, accroché au dos d'une chaise, et se précipitait pour enjamber la fenêtre. En réalité, ainsi que je le suppose, il avait deviné le perroquet s'était posé sur le toit d'un bâtiment extérieur se trouvant juste en dessous de la fenêtre. Nous nous attroupâmes pour suivre sa progression. Il glissa avec précaution le bout ferré du parapluie sous le patte du volatile et le tourna lentement vers nous, nous montrant le perroquet installé sur ce perchoir improvisé. Je crois que cette image de Tony, en équilibre sur le faîte d'un toit à minuit, dans son habit de soirée, éclata les lumières miroitantes de son visage calme et souriant sur mes souliers vernis. Sur le perroquet vert et or, solennellement planté sur l'embout du parapluie, brandi. Ce serait de toute manière imprimé de façon indélébile dans notre mémoire à tous, si ce n'avait été la dernière vision que nous ayons eue de lui. Il glissa, mais quand le parapluie oscilla brutalement dans le vide, le perroquet prit son essor, son bec hideux s'ouvrit, et dans la nuit retentit, argentine, la dernière nécessaire note du prélude. Voilà. Bon. C'était un peu nul. Voilà, c'était l'abominable perroquet. Eh bien, écoutez. Alors le perroquet, c'est l'abominable perroquet. Enfin, le texte, c'est l'abominable perroquet. d'Erwin May. Non, je me suis dit qu'il allait peut-être avoir une fin digne du début, mais non. Bon, tant pis. On peut pas avoir que des bonnes pioches. Hein.
Bon, il est 23h30. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Donc du coup, comme le veut la tradition, nous allons terminer sur un petit peu de ukulélé. Parce que même si c'est le vendredi de l'horreur, on ne passe pas sur sur le ukulélé sacerdotal. Ah, bah écoutez, ravi que ça vous ait plu. Bon, bah, certaines lectures étaient plus compliquées que d'autres, parce que, bah, il y avait... bon, il y a moi qui est un peu... qui a un peu mal interprété des trucs. Et sur le dernier texte, il était clairement pas très bien imprimé. Donc du coup, c'était compliqué, mais j'ai fait de mon mieux. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live du vendredi de l'horreur. Et puis, bah, ma foi, je vais essayer de faire ça peut-être pas très 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 régulièrement, mais en tout cas plutôt régulièrement. Et du coup, ukulélé. Voilà, voilà. Bon bah si ce que je fais vous plaît, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est Tixlegeek, Tixlegeek. Vous pouvez aussi aller sur mon blog, c'est tixlegeek.io. J'en profite pour vous transmettre les liens des protopotes. Hop. Les Protopotes, c'est une communauté de streamers francophones réunis autour du DIY. On a de la science, du rétro gaming, du développement, de la sécurité informatique, de l'électronique, de la couture, de la vulgarisation, de la robotique et plein d'autres choses. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce contenu ultra qualitatif. Voilà, j'en profite aussi pour vous transmettre mes liens, on sait jamais. Et du coup voilà, bon bah du coup merci encore, bonne fin de soirée à tous, et puis eh bien à la prochaine pour un stream normal, et peut-être à bientôt pour un autre vendredi de l'horreur. Voilà, bonne soirée à tous.